se plaint souvent, moi la première, de ne pas voir assez de femmes de plus de 50 ans dans les séries, au cinéma. Plutôt que d'attendre des propositions, assise près de son téléphone, mon invité du jour s'est attelé à l'écriture d'un scénario. Justement, sur cette période de la vie des femmes, l'approche de la cinquantaine. Après la maternité, après la prime jeunesse. Un moment pas forcément simple pour une actrice. Je suis d'autant plus ravie de sa présence dans le studio aujourd'hui que son visage a accompagné mes premières émotions au cinéma. L'ambiance venimeuse de l'année des Méduses, le choc du film La femme publique, Milena, À bout de souffle version US, sont les films qui l'ont révélée. Quelques années plus tard, un peu plus mûre, comme moi, Valérie Caprisky vient me parler de cinéma, de ses envies et de s'accepter comme on est en vieillissant. Bonjour Valérie Caprisky. Bonjour Claire. Je suis très contente de vous accueillir dans ces studios. On va parler d'abord de ce scénario qui doit remplir un vide. Si j'ai bien compris, c'est un film plutôt drôle, choral, qui parlerait de femmes de 50 ans. Il y aura quoi dans ce film que vous avez écrit ? Je ne pensais pas que vous commenceriez par poser cette question dans cet ordre-là. Et finalement, c'est ce que j'ai vécu, ce que j'ai traversé comme beaucoup de femmes, qui m'a donné envie d'en faire une comédie, puisque j'étais assez perdue dans cette période de mise à jour, on va dire, parce que j'aime pas trop le mot ménopause, donc j'appellerais ça plutôt une mise à jour. Et donc j'en ai fait une comédie, parce qu'il vaut mieux quand même rire de ce qui nous fait souffrir. Donc voilà, moi en fait, pour la petite histoire, j'ai subi une hystérectomie à 48 ans. Donc, je ne suis pas passée par la phase préménopause. Je suis passée directement ménopause foudroyante, sans savoir ce qui m'arrivait, puisque personne ne m'avait prévenue, même pas ma gynéco. Donc, en fait, j'ai eu d'abord tous les symptômes, sans savoir ce qui m'arrivait. D'où, justement, le côté comédie, quoi. Parce que se mettre à pleurer dans un rayon de supermarché parce qu'il n'y a pas mon yaourt brebis préféré, c'est ça. Se mettre à insulter quelqu'un au téléphone et tout de suite passer dans le rouge, ne plus avoir de curseur. Tout ça, je suis arrivée chez ma gynéco en disant « je ne comprends pas ce qui m'arrive ». Le tsunami des émotions. Vous êtes, c'est une ménopause foudroyante. Ah bon ? Merci de m'avoir avertie. Voilà. Donc, j'ai décidé d'en faire une comédie. Et comme, en fait, je voulais pas que ça soit juste autour de mon personnage, donc j'ai créé tous ces personnages d'amis. Et donc, j'en ai fait un film choral. Parce qu'en effet, à cet âge-là, l'amitié féminine est supra-importante. On va en parler après. Bien sûr. Bon, en tout cas, ça m'a sauvée. Alors, vous dites, personne ne m'avait prévenu de cette ménopause foudroyante. On ne vous avait pas dit que c'est ce qui se passerait avec l'ablation de l'utérus ? Non, pas vraiment. Je m'y attendais pas du tout. Non. Et puis, comme tout le monde, j'avais lu dans les journaux des bouffées de chaleur, des choses comme ça. Ma mère m'en avait pas vraiment parlé. Oui, c'est un truc super tabou, quoi. Maintenant, c'est bien qu'on en parle, quoi. Et puis, il n'y a pas que les bouffées de chaleur. Si encore, il n'y avait que ça, mais c'est vraiment pas le plus grave, quoi. Pour moi, ça n'a pas été le plus grave. J'ai une collection d'éventails de toutes les couleurs, c'est très bien. C'est chic, l'éventail, moi j'aime bien. C'est très chic, voilà. Je m'habille comme un oignon, avec plusieurs couches. Non, mais voilà, donc ça a été assez foudroyant. Et puis, ça s'est détérioré d'année en année. Je ne comprenais pas du tout ce qui se passait. Et j'ai fait mes recherches toute seule, en fait. C'est pour ça que, en bonne copine qui veut aider les femmes, si je peux leur faire gagner du temps, qu'il y a des trucs à savoir que même les gynécos ne savent pas. C'est précieux que vous veniez apporter votre témoignage, justement. Mais pour revenir à ce film, est-ce que d'abord, il y a un titre ? Et c'est amusant ce que vous dites, vaut mieux en faire une comédie, vaut mieux en rire. J'ai l'impression que c'est le biais qu'abordent toutes les femmes qui veulent en parler au cinéma. Par exemple, Julie Delpy, elle a fait une série qui s'appelle On the Verge. C'est aussi une comédie sur les femmes qui sont périménopausées à l'approche de la cinquantaine, etc. Oui. On est obligé de passer par le rire. C'est vrai qu'on peut faire passer tellement de choses avec l'humour, et puis ça n'empêche pas l'émotion. Parce que dans mon scénario, en l'occurrence, c'est vrai que le personnage se débat dans un marasme, dans une tragédie. Nous, ça nous fait rire, mais le personnage est embourbé dans ses problèmes sans savoir vraiment ce qui lui arrive, quoi. D'ailleurs, on est en plein casting en ce moment. Donc, les comédiennes qui se plaignent souvent de ne pas avoir de rôle après 50 ans, voilà, mesdames, 4 beaux rôles. Moi, je me suis réservé un 5e, un second rôle. Je me mets un peu en retrait. Ce serait dommage que vous n'y soyez pas.
Oui, mais là, je n'ai plus l'âge du rôle, on va dire, parce que j'ai commencé à l'écrire il y a quelques années. Et donc, il y a 4 personnages magnifiques de femmes qui traversent ça d'une façon complètement différente, hein, parce qu'il y a des femmes qui le vivent aussi très bien. Mais bon, moi, je vous ai dit le personnage principal, ce qu'elle traverse. Et donc, ça provoque des petites crises dans son couple, hein, un couple longue durée, on va dire. Et elle a une amie, par contre, qui est en plein divorce, qui doit élever sa fille, avec qui elle a des conflits. Sa fille qui est hyper tatouée, piercing, machin, qui évidemment, maman, tu comprends rien. Une autre qui ne se sent pas du tout épanouie avec son compagnon, qui la voit comme une poupée. Enfin bon, encore une autre qui, elle, s'assume complètement et dit ne pas avoir de problème, parce qu'il y a aussi ce cas-là. C'est extraordinaire, des femmes qui disent « Ah non, mais moi, je vis très très bien ma ménopause, je suis super au taquet, j'ai plein d'aventures, tout va bien. » Mais en fait, quand on va creuser un petit peu, tout va pas si bien que ça. Mais il y a des femmes qui préfèrent effectivement ne pas être trop à l'écoute de leur corps à ce moment-là, ne pas faire trop cas, justement, de pas la que ménopause. à l'écoute du corps, à l'écoute du psychologique aussi, parce que c'est un grand chambardement psychologique aussi. Hein. Alors, vous dites, ça fait un moment que j'ai commencé l'écriture de scénario. Est-ce qu'il a été bien accueilli par le monde du cinéma ? Écoutez, j'ai eu de la chance parce que première version, donc j'ai 2 producteurs qui s'y sont intéressés tout de suite, Dominique Besnéard et Christine Gozlan, et qui m'ont fait réécrire un petit peu, réécrire. Donc j'ai beaucoup appris. J'ai énormément de respect maintenant pour le métier de scénariste. Mon Dieu, quel travail. Et donc voilà, là j'ai trouvé une réalisatrice qui va le faire. Je pense que c'est bien d'avoir un point de vue féminin. Il va s'appeler comment ? Les Insolentes. Les Insolentes, d'accord. Et les actrices, donc, il y en a qui sont partantes pour endosser ce rôle de femme ménopausée ? Là, moi je m'occupe pas du casting, je laisse la réalisatrice le faire avec les producteurs. Parce que vous avez raison, souvent les actrices de la cinquantaine disent « il n'y a plus de rôle pour moi en fait ». Je suis passée en gros de la femme, l'amante, etc. à la grand-mère ou la mère. Mais parfois, même si elles ont bien dépassé l'âge des 50 ans, dès qu'il est écrit que le personnage a 50 ans, ah non, mais quand même, je peux pas jouer une femme de 50 ans. Je fais quand même beaucoup plus jeune. C'est drôle. Et alors, on voit quand même quelques beaux rôles de femmes mûres, en tout cas dans les séries télé, plus qu'au cinéma. Oui, c'est vrai. Vous-même, vous avez été à l'affiche d'Un si grand soleil, d'Astrid et Raphaël, par exemple, sur France Télévisions récemment. Pourquoi il n'y a pas plus de rôles, selon vous, de rôles pour des femmes de la cinquantaine ? Écoutez, ça arrive quand même, ça change. Mais il est vrai que comme tout ce qui arrive aux États-Unis arrive ici avec 10 ans de retard, donc on a de l'espoir. Peut-être aussi du fait qu'il y ait peut-être pas autant de femmes réalisatrices, je ne sais pas. Moi, je trouve que quand même ça change. Ça a tendance à changer quand même. On en voit plus aujourd'hui. Oui. On a un ami en commun, on peut le dire, le réalisateur Anthony Cordier. Oui. Il m'a dit, quand on évoque une femme de plus de 40 ans, je parle de 40 ans, dans les scénarios, il est écrit souvent « on sent qu'elle a été belle ». Ah là là, quelle horreur. Ça se dit toujours ? C'est affreux. Ah ouais. Ou elle a de beaux restes. Ça vous inspire quoi ? Je trouve ça rétrograde. C'est vrai qu'on ne fait rien pour que la femme ait confiance en elle. C'est pour ça qu'il faut, mesdames, il faut tout effacer et tout réécrire soi-même, tout reconstruire soi-même, quoi. Et c'est pour ça que je dis c'est une mise à jour, c'est un reset, quoi. Déjà, oui, c'est vrai, c'est pas toutes ces réflexions sur les femmes ménopausées, c'est affreux. Il faut tout réinventer, quoi. Je pense que si une femme a confiance en elle, de toute façon, elle retrouve son pouvoir de séduction, elle retrouve son élan. Moi, je pense que... Enfin, moi, je parle pour moi, parce que je ne peux pas parler au nom des femmes. Je parle en mon nom et je raconte mon expérience. Après avoir galéré quand même pendant des années pour trouver comment me soigner, etc., après avoir vu des sexologues, des ostéopathes du petit bassin, etc., parce que la vie sexuelle change énormément après... Suite à votre opération. Une hystérectomie, Je me suis vraiment penchée sur la question. Je pense qu'il faut réenvisager sa sexualité de façon différente, quoi. Complètement différente. Et c'est pas évident quand on est en couple sur le long terme parce que des habitudes ont été prises. Mais c'est vrai que je me souviens d'une sexologue qui m'avait dit il faut explorer, il faut repasser par l'étape flirt, quoi, quelque part. Parce que c'est vrai que, comme j'ai écouté vos podcasts, il y avait une gynécologue qui disait très très justement que les préliminaires étaient beaucoup plus importants, etc., quoi. Mais il y a aussi beaucoup le psychologique parce que le désir féminin, il vient tellement de la tête, quoi. C'est pas du tout un truc mécanique comme chez les mecs. Et une femme, en fait, pour
pour avoir envie de faire l'amour, il faut qu'elle se sente belle, il faut qu'elle se sente désirable. Il faut qu'elle se plaise d'abord elle-même, quoi. Donc, en fait, c'est vrai que si tout le monde n'arrête pas de lui dire « Ah, ma pauvre, t'es ménopausée, ah, t'as de beaux restes », c'est pas très engageant, pas très encourageant. Même le regard d'un mari peut ne plus suffire, hein, c'est terrible. Donc, moi, je me suis mise à faire des choses que j'avais pas faites avant, comme j'ai toujours aimé la comédie musicale, je me suis mise à prendre des cours de claquettes, par exemple. Ah bon, mais à 60 ans, tu vas prendre des cours? Je dis, bah oui. En fait, ça m'éclate, quoi. Ouais. Il n'est jamais trop peut-être tard. dans la recherche du plaisir de vous faire parce que vous avez envie. Il est temps, hein, de se faire plaisir. De toute façon, la peau de chagrin rétrécit. Hein. Moi, s'il me reste 20 ans à vivre, déjà, c'est beau, quoi. Donc, assez de vivre au travers du regard des autres, assez de demander la permission aux autres pour être qui on veut, qui on est vraiment. Tellement enfermé dans des carcans, des stéréotypes, tout ça. En fait, il faut dire, on s'en fout, quoi. On s'en fout. Il est temps quand même d'apprendre à se découvrir, à être soi-même, quoi, à faire des choses qu'on a eu envie de faire depuis longtemps. Et puis, il n'y a pas que le physique, quoi. Et c'est sûr que même moi, je décomplexerais complètement les femmes si elles se sentent pas bien. Une nouvelle coupe de cheveux, 2-3 injections, pourquoi pas. Même celles qui ont été complètement radicalement contre les trucs esthétiques et tout ça. Mais je veux dire, il faut s'en foutre du regard des autres. Il faut faire ce qui convient à chacune, ce qui fait du bien à chacune, quoi. Il y a une autre actrice, Valérie Caprisky, qui a parlé de l'ablation de son utérus. Elle a dit, on l'a fait sans me demander mon avis quasiment. Ah bon? C'est Adeline Blondiot, oui. Ah. Pour vous, qu'est-ce qui s'est passé? On vous a dit c'est inéluctable, c'est la seule chose à faire? Oui, là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il fallait le faire. Et alors, lorsque vous dites ça a été très violent, etc., est-ce que c'est parce que tout d'un coup, la perte de ce qui était le symbole d'une forme de fertilité, de féminité, c'est ça oui, qui s'est passé? parce que j'avais pas fait le deuil de l'enfant, moi. J'ai toujours rêvé d'avoir un enfant et j'ai essayé pendant longtemps. Et vous avez toujours quelqu'un pour vous dire « Ah, tu sais, moi j'ai une copine, elle est tombée enceinte à 49 ans, donc faut pas désespérer. » Donc j'avais toujours un petit peu cet espoir en moi, cette lueur. Ça m'émeut d'en parler encore. Je pense qu'on fait jamais vraiment le deuil de la maternité. Et donc, par la force des choses, j'ai fait mon deuil au réveil de l'opération, quoi. Au retour du bloc opératoire, j'ai dû faire mon deuil à ce moment-là. Alors là, je saurais que je serais jamais... Ouais, vous vous trouviez encore évidemment jeune puisque vous l'étiez. Enfin, vous aviez 48 ans. Bon, c'est pas l'âge idéal pour la maternité. Mais... Non, mais ça peut arriver encore. Donc, c'est pour ça que ça a été violent. Pas parce que je me sentais moins femme, hein, parce que je veux dire, ça va, on a toujours un vagin. Bon, c'est pas... Mais c'était surtout ça, quoi. Il n'y a plus l'appareil pour faire les bébés, quoi. C'est une porte qui se ferme, c'est vrai. Oui. Et alors, vous avez parlé de ménoblues. Oui. J'ai trouvé intéressant ce mot. Qu'est-ce qui s'en est suivi? C'était psychologique plus que physiologique? Vous vous sentiez déprimée à ce moment-là? D'abord, c'est vrai que je ne maîtrisais pas du tout mes émotions. Ça, je ne savais pas que c'était hormonal parce que, on va en parler après, mais il y a eu une guerre. Moi, j'ai un problème de thyroïde, donc j'ai un endocrinologue qui me suit. Et ça a été la guerre entre ma gynécologue et mon endocrinologue, parce que ma gynéco voulait me faire suivre un traitement hormonal qui aurait réglé justement le problème d'humeur, de bouffée de chaleur, sécheresse vaginale, tout ça, etc. Et mon endocrinologue m'a tout de suite fait flipper en me parlant de femmes qui arrivaient avec des cancers du sein dans son cabinet. Donc moi, j'ai flippé, mon mari à l'époque a flippé, et donc j'ai décidé d'essayer de résister, de ne pas prendre de traitement hormonal. Et ça a été difficile. Je pense que ça m'aurait aidé. Je regrette un peu, franchement. Parce que ça a été long, les symptômes? Ah, ça a été super long. Ah oui. 10 ans. Ah oui. Ouais, ça a été très, très, très long. Donc voilà, on a essayé de faire avec les moyens du bord. Et puis petit à petit, donc, j'ai découvert qu'il existait des ostéopathes du petit bassin, des sages-femmes aussi qui s'occupent des femmes ménopausées. Les sages-femmes ne s'occupent pas que
de la grossesse et de l'accouchement. Et ça, c'est très peu répandu, en fait. On en parle très, très peu dans les médias. Les sages-femmes du petit bassin, parce que même moi, je Alors, connais ostéopathe du petit bassin, en fait, c'est quelqu'un qui va voir d'où vient le problème, s'il y a eu blocage ou pas, parce que on rentre un peu dans des trucs techniques et un peu intimes, mais bon, normalement, on s'adresse aux femmes. Bon. Quand, avec la sécheresse vaginale, les femmes ont souvent des rapports sexuels très douloureux. Et de ce fait, elles se contractent. Et elles se contractent tellement qu'elles finissent par se bloquer le périnée. Oui. Donc, en fait, c'est là que les ostéopathes et les sages-femmes interviennent. C'est qu'elles vont savoir exactement d'où vient le blocage, où est-ce qu'il y a une forme de nœud comme ça qui s'est formé. Et c'est pas... les gels vont rien régler, quoi. C'est pas une histoire de gel, d'ovules, de machin, quoi. C'est vraiment de la rééducation du périnée. Moi, c'est très intéressant, je connaissais pas. En fait, je savais pas qu'on pouvait s'adresser à des ostéos pour ça, mais c'est en effet un très bon conseil que vous nous donnez. Donc vous êtes allé voir une kiné parce que vous vouliez, vous l'avez dit dans des interviews, continuer à avoir une sexualité comme avant. Oui, bien sûr. Et ma chance, c'est drôle parce que je suis tombée sur une ostéopathe qui était également sexologue. Alors moi, qui me suis toujours considérée comme quelqu'un d'assez libéré de ce côté-là, j'ai appris énormément de choses. Comme quoi, en fait, c'est vrai que moi, je m'en étais tenue au b.a.-ba, quoi, le truc, la sexualité classique, machin. Et c'est vrai que cette sexologue, elle m'a fait comprendre qu'on pouvait explorer, qu'on pouvait envisager une autre sexualité en vieillissant. Donc, on n'était pas obligé de faire comme avant. Et c'est ce que disait votre gynécologue en interview. Il n'y a pas juste la position du missionnaire. Exactement. Et basta, quoi. On peut explorer une nouvelle sensualité, en fait. Voilà, et puis même, élaborer des jeux de séduction avec son conjoint. On a le droit aussi de plus vouloir faire l'amour. Vous savez, il y a des femmes qui ont pris la parole là-dessus, Sophie Fontanelle, Lio, etc. Oui. Après, c'est des choix très personnels. Là, moi, personnellement, j'ai plus trop envie, Ça fait un bail que j'ai plus trop envie. Pourtant, je pense que la libido, c'est vraiment dans la tête chez les femmes. Pour le moment, c'est pas ma priorité. Ça peut être aussi sublimé. On parlait de libido aussi avec la gynécologue que j'ai reçue, Odile Bagou. On parlait de libido, qui peut se traduire par d'autres choses que la sexualité, c'est-à-dire la créativité, par exemple. Ça vous parle comme actrice, je pense. Oui, c'est vrai. Ça peut être sublimé par autre chose. Espèce de force de vie qu'on peut avoir. Oui. Enfin, bon, moi, si ça revenait, quoi, moi, ce qui me manque le plus, c'est la sensualité. Je pense qu'il faut se reconnecter à sa sensualité, quoi. Et c'est pour ça que je parle de flirt, parce que quand on est adolescent, parce qu'il y a quand même beaucoup de parallèles ou de contradictions, mais entre la période de l'adolescence et la ménopause, puisque c'est l'arrivée des règles, ensuite c'est la disparition des règles. Mais il y a aussi l'éveil, l'apparition, les premiers émois quand on est adolescente, et cette forme de sensualité, c'est-à-dire que le fait que quelqu'un vous effleure le bras, tout d'un coup, vous met dans un état incroyable quand on est adolescente. Moi, je suis sûre qu'il faut retrouver ça à nos âges. Oui, bien sûr, ne pas renoncer. Comment est-ce que vous avez géré les changements dans votre corps ? Alors, j'ai revu, avant de vous inviter, vos premiers films. Vous étiez magnifique, mais souvent très dénudé quand même. C'était l'époque. Ouais. Est-ce que ça a été dur de voir votre corps vieillir ? Franchement, moi, je me suis jamais... Alors, c'est là où c'est vraiment débile, en fait, à toutes les jeunes filles qui sont mal dans leur peau. Mais si vous m'écoutez, c'est vraiment dommage. Mais moi, j'étais tellement mal dans ma peau que tout le monde m'affublait de ce titre de sex symbole. Mais je comprenais pas du tout. Je me disais, mais ils ont pas compris, je suis petite, je suis pas super foutue, j'ai pas des longues jambes et tout. Il y a erreur sur la marchandise. Donc non, moi, en fait, j'étais bourrée de complexes, donc je me suis jamais considérée comme... Ce qui est fou, parce que c'est vrai que vous étiez un symbole de sensualité. Ouais, moi, j'étais bien filmée, peut-être. J'avais des bons caméramans. Mais non, j'ai la chance d'avoir toujours fait du sport. Je m'entretiens. Alors, c'est vrai que la peau change. La peau est beaucoup plus sèche, donc j'arrête pas de me tartiner. Mais j'avais une maman qui se tartinait beaucoup aussi. Donc, c'est, la crème pour le corps, la crème pour le visage, la crème pour raffermir les bras, la crème pour les pieds, les mains. Enfin bon, la table de nuit est remplie de crème. Les huiles, les trucs, les huiles pour les cheveux. Je fais pareil. Non, alors voilà, donc c'est vrai qu'il y a tout un protocole, ça prend un certain temps, plus la gym. Là, maintenant, je me suis un peu calmée sur le sport, je fais plutôt de la gym douce. Ouais, vous disiez que vous faisiez tous les jours quasiment du sport. Là,
par exemple, ce matin, j'avais pas le temps d'aller au club. Donc, j'ai fait 20 minutes à la maison, comme ça, un petit peu. Est-ce que, justement, en vieillissant, on n'a pas envie d'être un petit peu plus indulgent avec soi-même, avec son corps? Pour moi, c'est vraiment une hygiène du corps et de l'esprit. Franchement, moi, le sport, ça me déstresse. J'ai besoin parce que, en plus, c'est vrai que la ménopause, ça provoque des angoisses. On est beaucoup plus stressé avec l'âge, on s'inquiète pour des détails, ça part tout de suite comme ça. Et moi, je trouve que le sport, moi, ça me calme, ça me déstresse. C'est pas seulement pour l'apparence physique, hein, vraiment. Mais c'est aussi pour la souplesse, quoi. Je veux dire, le jour où je peux plus me baisser pour ramasser un stylo, voilà. Donc, hyper important. Non, mais c'est hyper important de travailler sa souplesse. Voilà, les gens qui font du yoga. Moi, j'avais une tante qui a fait de la gymnastique jusqu'à 85 ans. Donc, non, mais de toute façon, tous les médecins le disent, à notre âge, c'est essentiel de faire une activité physique. Vraiment, elle reste un exemple pour moi, Tata Louise. Elle était toujours impeccable, sa couleur de cheveux toujours faite, même à 90 ans. Elle est décédée à 102 ans. Elle était toujours les ongles faits, magnifique, impeccable. Mais je trouve que c'est important de présenter une image de soi agréable, de se sentir coquette. Bon, ça, c'est de famille aussi. Hein. Ma mère était coquette. Moi, j'aime bien les femmes très féminines. Valérie Caprisky, revenons un instant, si vous voulez bien, sur cette époque où l'on filmait beaucoup les très jeunes femmes, très dénudées. C'était quand même l'impunité absolue pour certains hommes qui abusaient même sur les tournages. Tout ça commence à ressortir. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je trouve que c'est bien que la parole se libère. Tout à fait. Moi, j'en ai parlé à l'époque, mais pas par rapport au rapport que j'avais avec les hommes, parce que j'étais partie de chez mes parents à 16 ans et demi. Donc, j'étais un petit bulldozer, j'étais une petite guerrière, j'avais peur de rien. Je ne sais pas comment je suis devenue aussi vulnérable et fragile aujourd'hui. Mais donc, je me défendais beaucoup sur les tournages. Je n'avais pas de rapport de séduction ou il n'y avait pas de rapport de pouvoir des hommes envers moi. Par contre, j'ai dû me battre beaucoup par rapport à toutes ces scènes dénudées. J'aurais bien aimé qu'il n'y en ait qu'une ou deux au lieu de 6. Et un jour, j'en ai parlé. Et c'est vrai que c'est pas très bien passé. Hein. On m'a dit, mais pour qui elle se prend ? Elle se prend pour une intello. J'ai même un copain producteur qui m'a dit, mais qu'est-ce que tu racontes dans la presse ? Que tu veux pas te déshabiller autant ? J'ai pas dit que je voulais plus me déshabiller. Je dis, pourquoi pas une scène d'amour ? Mais pourquoi 6 dans un film ? Pourquoi autant, quoi ? Toutes les 5 minutes, comme ça... sans raison, hop, à poil. Bon. Et très jeune surtout. Et donc là, c'est vrai que ce copain producteur m'a dit « Mais tu auras toujours le temps de te rhabiller à 40 ans. Qu'est-ce que tu racontes ? T'es folle, tu vas bousiller ta carrière. » C'est pas du tout misogyne. Moi, j'ai été... je me suis heurtée plutôt à ce genre de réflexion, plutôt que... je suis pas tombée sur... Vous n'avez pas été victime d'emprise comme certaines actrices le décrivent aujourd'hui ? Non. Même lorsqu'on vous demandait de livrer tous les centimètres carrés de votre corps, hein, parce que... Ah bah là, à l'époque, il n'y avait pas les prothèses. Hein. Il n'y avait pas les prothèses. Oui, ni les conseillers en intimité sur les tournages, est-ce que ça, c'est de l'emprise ? Je ne sais pas. Oui, c'est vrai que là, j'avais tourné un film pour Netflix il y a 2 ans et on a eu une consultation, justement, contre le harcèlement sur les tournages. Donc, je trouve ça très, très bien pour les jeunes comédiennes. Mais bon, moi, je leur ai dit aux filles, j'aurais dit, vous savez, moi, à mon âge, si un comédien me dit que ce pantalon me fait une très belle silhouette, je suis plutôt contente, je le prends comme un compliment. C'est vrai que si on me dit ça alors que j'ai 20 ans, je le prends très mal, quoi. Mais bon... Mais quand même, j'ai revu L'année des Méduses qui passerait sans doute plus aujourd'hui, parce que c'est une sorte de Lolita un peu perverse qui couche avec des hommes. Pour moi, c'est une victime. C'est la vraie victime. C'est une victime, on est d'accord. Ah oui. Mais dans le film, elle passe pour l'allumeuse. Hein. C'était un peu le problème aussi avec le film Lolita. Je vois que vous n'êtes pas d'accord, mais c'était pas la même époque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça passerait plus. Vous êtes d'accord ? Vous savez, c'est bizarre parce que il y a quand même beaucoup de gens qui s'inquiéteraient pour la Valérie Caprisky de 18 ans aujourd'hui et de savoir comment elle a vécu. Ce film a été réalisé par un écrivain, Christopher Frank,
On pensait que ça allait être un film d'auteur, on ne pensait pas du tout que ça allait être un film commercial. Le film, en fait, parle de cette jeune fille qui est hyper malheureuse dans ce milieu petit bourgeois avec une mère qui pense qu'à séduire les hommes qui ont l'âge de sa fille et le meilleur ami de son père qui l'a abusé, en fait, hein, et dont elle est tombée enceinte. Ouais. Elle doit se faire avorter à 15 ans, quand même. Donc, non, c'était pas vraiment sur le papier, je veux vous dire, quand vous lisiez le scénario, c'était plutôt elle, la victime. Et en fait, elle donnait l'air d'être quelqu'un qui assumait tout ça et qui était cynique, mais en fait, elle était hyper malheureuse et autodestructrice. C'était de l'autodestruction pure. Y a des gens quand même qui l'ont perçu. Et vous-même, en tournant le film? Ah bah moi, en tournant le perçu? film, bien sûr, je l'ai perçu. Oui, bien sûr. Pour moi, c'était vraiment la continuité de la femme publique, c'est-à-dire une personne, en fait, qui se donne en pâture comme ça, qui se livre, qui se souille, qui se laisse souiller, qui se suicide à petit feu, quoi, en fait. Il y a aussi une scène qui m'a frappée, c'est Caroline Cellier qui joue votre mère. Elle a 38 ans, elle est absolument magnifique. Elle dit qu'elle se sent vieille tout le temps. Et elle dit aussi, tu me diras quand il faudra décrocher. Elle dit ça à sa gamine de 16 ans. Heureusement qu'aujourd'hui, on ne se considère plus comme périmée à 38 ans. À 38 ans. Bah non, voilà, le 58 est le nouveau 38. C'est ça. Bon, mais vous n'avez pas perçu ni de misogynie à l'époque. Vous avez quand même dit après, terminer les scènes de nu, c'est ce que vous veniez d'expliquer. J'en voulais moins, beaucoup j'ai moins. Pas dit terminer. Mais c'était une décision très forte à l'époque. Bah, c'est-à-dire, j'avais overdose, quoi. Je pouvais plus, parce que me retrouver sur un plateau avec 50 personnes autour, voilà. C'était devenu insoutenable pour moi. C'était vraiment devenu trop difficile. Mais j'avais rien contre la sensualité. Il y a 1000 manières de suggérer la sensualité au cinéma. Un dos nu, une courbe, une hanche, la naissance d'un sein. Je veux dire, on n'est pas obligé de montrer des gens qui se frottent l'un contre l'autre pendant une demi-heure. Et maintenant, j'en ris. Hein. Et alors aujourd'hui, justement, si on vous demandait de tourner nu, ça, ce serait joliment subversif de montrer votre corps de femme plus mûre? Ouais, pourquoi pas. Bah, vous savez, j'ai fait une séance photo il n'y a pas longtemps avec un photographe que je connaissais dans les années 80 qui fait des nus magnifiques. En allant chez lui, dans son studio, j'ai vu ces nus magnifiques. Et je me suis dit, pourquoi pas, justement, à mon âge, oser un nu. Alors, je ne sais pas en film, mais en tout cas en photo, je serais assez tentée, oui. Ce serait beau. Et est-ce que, comme moi, quand vous voyez aux États-Unis des femmes publiques fortes comme Michelle Obama, Oprah Winfrey, Naomi Watts en Australie, qui parlent ouvertement de la ménopause, de vieillir, etc. Est-ce que vous regrettez que ce soit pas plus décomplexé en France? Enfin, que justement, on puisse pas en parler comme ça, comme le font les anglo-saxons. Ouais. Mais là, grâce à vous, ça change. J'espère. Et vous êtes c'est très courageux de venir et de parler comme ça sans tabou. Écoutez, j'ai trouvé que c'était le moment. C'est génial. C'était le moment dans ma vie et j'avais envie d'éclairer les femmes là-dessus. Je voulais dire aussi que c'est un âge où moi j'ai découvert le pouvoir de l'amitié entre femmes. J'ai été soutenue comme jamais dans ma vie et pour moi l'amitié c'est une forme d'amour très puissante. Je me nourris de ces amitiés et justement... Parlons entre femmes de tous ces trucs intimes, de sexualité, de choses comme ça. Parce qu'on se refile des bons tuyaux. C'est important. Et puis on fait des projets d'avenir aussi, parce que pendant longtemps, les femmes se sont construites par rapport à un homme ou un désir de créer une famille, etc. On se rend compte qu'on n'a pas besoin, forcément, moi j'aime beaucoup les hommes, hein. C'est pas contre les hommes que je dis ça, mais je veux dire qu'on n'a pas besoin, on n'est pas obligé de vivre en couple pour se réaliser. On peut se réaliser... C'est exactement ce que dit Alice Rebaud. Je ne sais pas si vous avez entendu. Il y a 2 épisodes qui disaient qu'on pourrait vieillir ensemble, entre amis. Dans mon scénario, c'est justement un projet de maison à acheter tout ensemble pour y vivre, en effet. D'accord. Je l'avais écrit avant votre podcast. C'est fou, hein? Ouais. Et qu'est-ce que vous apportent vos amitiés alors aujourd'hui? Vos amitiés féminines, j'entends ça en sous-texte. Hein. Qu'est-ce que ça vous apporte? Tellement de douceur. Voilà, on s'aime comme on est, avec nos défauts. On s'aime quand on est chiante, on s'aime quand on pleure, quand on est déprimé, quand on rabâche, quand on rumine. Voilà, pas que dans les bons moments. On est là les unes pour les autres.
Et surtout, on rit beaucoup. Beaucoup d'humour. Moi, je me rends compte de la force de l'humour. C'est vrai que le sens de la dérision, ça sauve de tout, quoi. Parce que notre vie est traversée d'épreuves et c'est vrai que sans humour, on va pas très très loin, quoi. Alors, c'est drôle que vous évoquiez l'amitié parce que j'ai découvert qu'en plus d'être actrice, vous êtes aussi autrice de chansons et que vous en avez écrit une pour votre meilleure amie. Oui, ou une de vos meilleures amies. Une de mes meilleures amies avec qui j'étais au lycée, oui. Tout à fait. C'est la chanteuse Pauline Atlan. Oui, tout à fait, ouais. Et donc, ça s'appelle My Last Song. I've been badly in love, passion feeding my soul. I've been bad, I've been wild as the mistress of the bride, living on the dance floor, always wanting for more. You're my last song, my last dance, my last ride to heaven. My Last Song, Valérie, elle dit quoi cette chanson en fait ? Alors j'ai écrit cette chanson, My Last Song, en pensant justement à Pauline, qui venait de rencontrer quelqu'un et qui ne ressemblait pas du tout aux hommes qu'elle avait connus avant. Et je me suis dit, c'est intéressant. Donc dans cette chanson, je parle du fait que on a été épouse, on a été mère, on a été les maîtresses, on a usé le dance floor et que la dernière histoire d'amour, en fait, elle ressemble à aucune autre puisqu'il n'y a plus le désir de se marier. Bon, on n'est pas obligé, hein. Il n'y a plus la maternité, on ne fait plus d'enfants ensemble. On n'est pas obligé de vivre ensemble, ça peut être chacun chez soi et on se voit que pour les super bons moments. Donc, plus de routine, plus de chaussettes à ramasser, plus de lessive à faire. On part en voyage, voilà. Donc, c'est une histoire, c'est une chanson qui parle un peu de comment vivre une histoire d'amour différente de tout ce qu'on a connu auparavant. Voilà. C'est un formidable message d'espoir. Et oui, bah, bien sûr, il y a tout à inventer. Est-ce qu'on peut retomber évidemment amoureux si on est célibataire Oui. à 50, 60, voire 70 hein. Je sais pas, je vous dirai ça dans quelques temps. Bon, merci beaucoup Valérie Caprisky. On vous verra en octobre prochain dans la pièce Secret de famille, c'est ça ? Tout à fait, Ouais, d'Eric Assous, oui. C'est un retour sur les planches pour vous ? Oui, voilà, je suis tellement contente dans une comédie en plus. Comme vous l'avez compris, j'ai envie de me marrer. Voilà, eh ben, je comprends. Et on attend donc avec impatience que ce projet de scénario, donc Les Insolentes, voit le jour. Le casting est en cours, à Vieux Amateurs. On se remet un petit coup de Last Song pour le plaisir. Merci Volontiers. Valérie. Merci beaucoup Claire. Merci à vous d'avoir écouté Chaud Dedans. Pour réagir à cet épisode, il y a une page Instagram Chaud Dedans dédiée. Je vous y attends pour vos questions et vos témoignages. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour recevoir tous les épisodes dès qu'ils sortent. Cet épisode était coproduit par Binge Audio, à la réalisation Paul Berthiaud, à la production Lorraine Bess. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines.